deuxième partie, on devait faire un peu plus centré sur les risques, etc. Mais partir trop là-dessus avec des gens qui n'ont pas suivi la hyper, c'était un peu compliqué. Donc, on a un, un panel de personnes qui suivent le webinaire qui est large, donc c'est un peu compliqué. Donc, dans cette session-là, j'ai repris des éléments quand même de la première partie, donc il va peut-être y avoir quelques redites. Sur certains points, je vais aller un petit peu plus loin. Et ce que je vous propose surtout, comme ce qui peut être intéressant, c'est comme il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà dû faire des travaux, c'est de discuter peut-être sur les zones de pause de problèmes qui vous ont été soumis ou comment vous avez résolu certains problèmes. Voilà. Donc, pour attaquer sur cette réforme anti-endommagement, l'idée c'était de partir en faisant deux grandes parties, une partie sur des rappels généraux pour recadrer un peu ça sur l'AIPR et puis sur tout ce qui est des réseaux, et puis après de focaliser sur les rôles des responsables de projet, des exécutants de travaux et des gestionnaires. Et dans chacune de ces parties-là, c'est de parler un petit peu aussi de tout ce qui va être l'analyse des risques et qu'est-ce qu'on fait pour supprimer ces risques. Alors, là aussi, une difficulté qu'on a, c'est que souvent dans nos structures, on va se retrouver sur les trois rôles à la fois. On peut être responsable de projet quand on va lancer des travaux. Quand on travaille en régie, on peut être soi-même exécutant de travaux. Et comme on est souvent dans des structures gémapiennes, on est gestionnaire puisqu'on a les digues à gérer. Voilà. Donc, pour rappeler l'objectif de cette réforme, hein, c'était protéger les biens, les réseaux, les personnes et d'éviter essentiellement les accidents. Et pour cela, donc, on a mis tous les acteurs autour de la table. Alors que ce soit les responsables de projet, les exploitants de réseau ou les exécutants de travaux. Et l'idée, c'était de faire communiquer tous ces acteurs ensemble pour savoir où se situent les réseaux. Alors, quand on va lancer un projet, le responsable du projet va se mettre directement en contact avec les exploitants de réseau via un document qu'on appelle l'ADT, donc la déclaration de projet de travaux. L'exploitant de réseau va répondre aux demandes du responsable de projet en envoyant des plans via un récépissé, et le responsable de projet va transmettre toutes ces informations à l'exécutant des travaux pour que ce dernier puisse préparer ses travaux correctement. Avant de lancer les travaux, l'exécutant de travaux se remet en contact avec l'exploitant des réseaux via un document qu'on appelle la déclaration d'intention de commencer les travaux, la DICT, et là de même une réponse de l'exploitant sur toutes les mesures à prendre pour éviter d'avoir des accidents. Alors, cette discussion peut se faire via une plateforme qu'on appelle le guichet unique ou via un prestataire d'aide qui est une société qui fait l'interface entre les exploitants de réseau, les responsables de projet et les exécutants. Alors, on va parler d'un petit cas aussi particulier, d'un cas particulier, c'est quand on travaille en régie, que le responsable de projet est aussi l'exécutant de travaux. On ne travaille pas en deux phases, mais en une seule phase, via une DT-DCT conjointe, où on va simplement envoyer directement à l'exploitant de réseau ces demandes. Donc voilà, sur cette plateforme, on va trouver tous les acteurs sont réunis là pour discuter ensemble. Et puis, qu'est-ce qui est concerné? C'est tous les réseaux, donc qu'ils soient sensibles ou non sensibles, avec, au titre de la sécurité, hein, avec juste un petit point. Tout ce qui est réseau sensible, ça va être le gaz, l'électricité et les digues, et les réseaux non sensibles, essentiellement la communication électronique. Alors, tous les réseaux sont concernés, et pour les travaux, tous les travaux aussi vont être concernés par ces DT, DICT et cette réforme, que ce soit les travaux essentiellement avec des fouilles, les engins à la pelle mécanique, ou des travaux qui vont être faits à proximité de réseaux aériens. Alors, on dit tous les travaux, il y a bien sûr quelques exceptions, il y en a 7 qui sont décrites. C'est les travaux qui sont faits sans fouille,
donc, et sans trop travailler le sol pour ne pas affecter les réseaux souterrains. On a tous les travaux qui sont faits en sous-sol, mais dans des conduites diverses et variées qui existent déjà. Et puis, l'autre type de travaux sur lesquels on n'a pas besoin de faire DT-DCT, c'est quand on va mettre des systèmes de fixation dans le sol qui vont être inférieurs à 10 cm de long et qui ont un diamètre plus petit que 2 cm. Et la troisième condition, donc il faut que ce soit des petits systèmes de fixation et qui soient à plus d'1 mètre de ce qu'on appelle des affleurants. Alors, des affleurants, c'est des systèmes de localisation de réseau, comme vous pouvez voir ici sur cette photo. Donc, il y a une canalisation de gaz qui passe sur le cours d'eau et la canalisation de gaz est matérialisée par ces deux éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle des affleurants. Donc, si on travaille ici, on met des petits piquets ou des petits systèmes de fixation à plus d'1 mètre, on n'est pas soumis à la DT-DCT. Le quatrième point, c'est quand on va remplacer des poteaux comme des poteaux d'information ou des tables. Donc on les enlève et puis on va recreuser pour les fixer dans des fouilles qui vont être à l'identique que ce qui existe déjà, moins de 40 cm de profondeur. Donc on n'est pas obligé de faire des DT, des CT et tout ce qui va être travaux horticoles aussi, pas besoin, et agricoles, à moins de 40 cm de profondeur. Pas besoin de DT-DCT. Et puis, les travaux, quand on est suffisamment loin d'un réseau aérien, plus de 5 mètres pour la haute tension et plus de 3 mètres pour la basse tension, là aussi, on n'est pas soumis à cette réglementation. Et enfin, c'est les travaux en domaine privé, dans une enceinte qui est complètement fermée, avec tous les plans de récollement. Donc voilà quelques petites exceptions qui sont quand même assez limitées. Alors, pour être sûr que tous ces acteurs soient bien formés et bien conscients de tous ces dangers, donc il y a ce qu'on appelle une autorisation d'intervention à proximité des réseaux qui a été mise en place. Donc, cette autorisation d'intervention à proximité des réseaux, elle est valable 5 ans et elle est délivrée par votre employeur. Donc, en général, vous répondez à des QCM pour passer cette autorisation dans un centre agréé et vous obtenez, si vous réussissez bien les questions, vous obtenez cette autorisation d'intervention. Donc, c'est votre employeur qui vous la délivre. Ça veut dire que si vous changez d'employeur, il faut bien penser à récupérer votre attestation et donner votre attestation au nouvel employeur qui va vous refaire une attestation encore pour la fin des 5 ans. On a 3 niveaux de compétences dans cette AIPR. Une compétence, un niveau qui est concepteur, qui est le niveau le plus élevé, qui est supérieur au niveau encadrant opérateur. Vous avez un niveau encadrant qui, lui, est simplement vaut le niveau opérateur, et puis le troisième niveau qui est le niveau de compétence opérateur. Alors là aussi, il faut savoir que pour chacun des niveaux, sur les travaux, il faut qu'il y ait au moins un agent qui soit formé par catégorie, au moins un agent dans l'équipe de concepteurs, que l'encadrant l'est et que dans les opérateurs, les conducteurs de chantier, conducteurs d'engins, donc et cet AIPR aussi. Alors ça, c'est pour les travaux qui sont prévus et dans le cas des travaux un peu imprévus, des travaux urgents, il faut que tous les opérateurs sur le chantier aient cette AIPR. Alors j'insiste aussi sur un point, quand on parle d'un encadrant, l'encadrant, il doit toujours être présent sur le chantier ou il doit être en capacité de se rendre sur le chantier dans la demi-journée. Donc les textes réglementaires, tout ça, ça a été codifié dans le Code de l'environnement. Il y a un arrêté 92 qui va préciser tout ce qui est dans le Code de l'environnement. Il y a des guides qui sont assez intéressants. Donc il y a 3 fascicules qui vont vous expliquer de façon un peu plus claire et avec des termes moins juridiques tout ce qui est la réglementation, un guide technique qui est important pour toutes les préconisations et savoir justement comment on fait pour travailler en sécurité. Et puis sur le fascicule 3, où on va se retrouver avec des formulaires et d'autres types de documents. Un tout petit point très rapide sur les réseaux, là aussi un petit rappel. Donc il y a 3 classes de précision pour les réseaux qui sont de classe A. Donc on sait leur localisation dans le sol avec une précision qui est de 40 ou de 50 cm.
en fonction de si le réseau est souple ou rigide. Si c'est un réseau rigide, c'est 40 cm. Si c'est un réseau souple, on est sur 50 cm. La deuxième classe de précision, c'est la classe B. On est capable de localiser les réseaux à peu près 1,50 m, plus ou moins 1,50 m. Et puis la dernière classe, la moins précise, c'est la classe C, où le réseau, on ne sait pas trop où il se situe, à plus d'1,50 m des plans qu'on va avoir. Donc, un petit rappel aussi là, pour tous les nouveaux réseaux qu'on va construire aujourd'hui, ils doivent être obligatoirement géoréférencés en classe A. Ça doit être que la précision doit être entre 40 et 50 cm. Et quand on parle de géoréférencement, c'est en XY, mais aussi en Z. Donc ça, c'est important. On doit savoir de façon assez précise la profondeur à laquelle va être enterré ce réseau. Alors, un point important, c'est à partir de quel point on fait ces mesures de précision. Pour tout ce qui est ouvrage enterré, on va travailler à partir de la génératrice supérieure. Donc la génératrice supérieure, par exemple, si on a un tuyau qui est rond, la génératrice supérieure, c'est la partie supérieure. C'est à partir de là où on va mesurer les 50 cm, si on est en classe A. Et pour tout ce qui est ouvrage aérien, donc le point de référence, c'est la génératrice inférieure. L'AIPR concepteur va être demandé aussi pour tous les intervenants des entreprises certifiées qui font du géoréférencement et de la détection de réseau. Ça, c'est un point sur lequel aussi il faut beaucoup insister dans vos cahiers des charges ou dans le choix des entreprises. Et pour faire le géoréférencement, donc deux techniques. Pour les travaux neufs, c'est les relevés topo en fouille ouverte avant de poser les tuyaux. Et quand c'est des réseaux qui sont anciens, donc on fait des relevés, détection au géoradar avec méthode géotechnique, relevé au sol, et puis géoréférencement ensuite. Donc, je l'ai évoqué déjà, tous les acteurs se retrouvent autour d'une plateforme qu'on appelle le guichet unique. Donc, quand c'est tous les acteurs, c'est les responsables de travaux, les concepteurs, les encadrants et les exploitants, les collectivités territoriales et les services de l'État. Donc, sur ce site, on va trouver tout ce qui concerne la réglementation. Vous allez trouver aussi tout ce qui est pour faire la déclaration des réseaux, si vous êtes exploitant, et en particulier si vous avez des digues. C'est sur ce site où on fait la déclaration de réseau. Vous allez pouvoir télécharger tous les formulaires nécessaires pour la communication dont on a parlé, des TDICT. C'est aussi sur ce site que vous faites vos déclarations directement en ligne et vous récupérez les parties en format dématérialisé pour envoyer aux exécutants. Et puis, c'est aussi sur ce site où on peut récupérer tous les plans des ouvrages qui ont été abandonnés depuis juillet 2012. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a besoin de faire une petite pause tout de suite ou si on continue directement, Béatrice. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant posées par le chat. Éventuellement, il y a des gens qui en ont, juste avant qu'on continue, qui se manifestent en levant la main. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. Non, après, pour continuer de poser leurs questions sur le chat. Ok. Bon, on continue alors. Eh bien, on continue. Allez. Donc tout ce qui est donc le responsable on va voir un peu le rôle, les obligations et donc ce que peut faire le responsable de projet pour assurer une sécurité maximum et analyser les risques. Donc là aussi, petit rappel sur le responsable de projet, toutes les actions et les différentes phases qu'il doit faire. Donc c'est récupérer rédiger toutes les DT ou les DT DCT conjointes, envoyer toutes ces déclarations à l'exploitant qui va lui répondre, lui envoyer des plans et les récépissés. Donc, il y a une analyse de ces plans et de ces récépissés à faire. Éventuellement, si les réseaux sont mal localisés ou pas suffisamment précisément, des compléments de repérage avec des inspections complémentaires ou des mesures de localisation. Une fois qu'on a les résultats précis, on va transmettre tous les résultats aux gestionnaires et aux exécutants, intégrer toutes ces données dans le CCTP et puis
intégrer d'autres parties importantes pour que les risques ne posent pas que sur l'entreprise. Et enfin, du marquage piquetage, et le responsable de projet aura fait tout le boulot qu'il a à faire. Donc, pour rappeler aussi, donc, comment on fait pour savoir qu'il y a des exploitants de réseau sur les secteurs sur lesquels on va travailler. Donc ça se fait via le guichet unique. Ce que je vous ai montré ici, vous avez une cartographie, donc on peut zoomer jusque sur son territoire, au niveau de la rue, dessiner au niveau de la rue son emprise de chantier, et à partir du moment où on a son emprise de chantier, on va avoir une liste de sociétés, d'agences, d'exploitants, avec les coordonnées qui vont sortir. Et donc, vous savez qui sont les exploitants de réseau sur votre secteur. Donc, c'est ces personnes-là, ces exploitants-là, que vous allez devoir contacter les uns après les autres pour avoir toutes les informations. Donc, un petit point sur la rédaction des DT. Donc, ça se fait via un formulaire CERFA comme ça. On remplit. Donc, on va mettre les coordonnées du responsable du projet ici, les secteurs, l'emplacement du projet que vous voulez faire, la nature des travaux et les premiers calendriers. Et donc, vous mettez les coordonnées d'exploitant que vous avez détectées et vous lui envoyez ce document. Donc, ces documents-là sont valables 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce qu'en 3 mois, les réseaux des exploitants peuvent être appelés à évoluer. Donc ça aussi, c'est une nécessité de prendre ces évolutions en compte éventuellement quand on va faire les travaux. Donc, comme c'est valable 3 mois, en général, elles sont à renouveler de 3 mois en 3 mois, surtout quand vous avez un projet. Entre le moment de la préparation de votre projet et la réalisation, ça va être très long. Donc, vous savez que vous pouvez faire des renouvellements de DT. Sauf, parce qu'il y a toujours un sauf dans cette réglementation, sauf si vous mettez une clause technique dans le marché de travaux en expliquant que vous ne voulez pas forcément faire de DT au bout de 3 mois. Donc, vous pouvez mettre ça. Là aussi, un point important, c'est que toutes les coordonnées de l'emprise chantier se font en Lambert 93. Alors attention, parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes ou les mêmes logiciels avec le même référencement. Donc, il faudra bien penser à faire les modifications de coordonnées. Et un point qui est important aussi, c'est que quand vous dessinez votre emprise de chantier, dans cette emprise de chantier, il va bien falloir mettre toutes les zones de fouille. Si jamais vous vous dites, oui, je vais travailler sur cette partie-là et sur cette partie-là, et puis ce petit secteur-là, c'est tout petit, ça ne représente pas grand-chose, donc je décide de faire ma zone de fouille qui est comme ça. Si jamais vous endommagez un réseau qui va se retrouver sur ce secteur-là, toute la responsabilité va être pour vous en tant que responsable du projet. Donc bien penser à mettre toute la zone de fouille avec toutes les zones de fouille dans votre emprise de chantier. Donc ça, c'était là les DT. Donc vous pouvez avoir des DT, des ICT conjointes. Donc je vous ai dit, c'est quand on fait des travaux en régie. Mais il y a une deuxième possibilité de faire une DT, des ICT conjointe, c'est quand on va travailler avec une entreprise, mais sur une toute petite opération qui va être très limitée dans le temps et dans l'espace. Bon, ça va être des plantations, des arrachages de poteaux, d'arbres, des sondages pour des études de sol, etc., ou des petits travaux qui sont imprévus. Mais il faut absolument que la zone de terrassement soit inférieure à 100 mètres carrés. Vous faites bosser l'entreprise qui va faire du terrassement sur moins de 100 mètres carrés, vous pouvez faire une DT DICT. Donc c'est le même CERFA que précédemment, sauf que vous remplissez directement la partie pour le responsable de projet et l'exécutant de travaux. Donc vous, si vous êtes en régie, ou l'entreprise va remplir cette partie-là avec, en plus, là, vous allez trouver les coordonnées de l'exécutant de travaux, et puis une partie que vous allez remplir ici directement sur le calendrier et les méthodes de travaux que vous allez faire. Donc, on utilise aussi ces DT, DICT quand on va être quand on fait des travaux à proximité des réseaux aériens
mais qui n'a pas d'impact sur les réseaux souterrains. Par exemple, quand vous faites de l'élagage, vous n'amusez pas à faire une DT et puis une DCT derrière. Le point important, c'est celui-là, c'est que l'emprise maximale de la DT-DCT conjointe doit être inférieure à 2 hectares. C'est-à-dire que si vous faites une fouille pour mettre des enrochements en bord de cours d'eau à un endroit et puis que vous faites en même temps une autre fouille pour des enrochements à 2 km plus loin, votre emprise de chantier elle va être plus grande que 2 hectares, donc vous ne pouvez pas faire une DT-DCT conjointe. Donc ça aussi, c'est la partie importante à voir. Ah, donc là, il y avait des petites questions où je vous ai montré quelques photos de chantier. Voilà, un petit questionnaire, savoir si à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On fait une DT ou on fait une DT DICT conjointe sur les photos. Donc éventuellement, si vous voulez remplir les questions, là, juste histoire de s'amuser un peu, voir si vous êtes toujours, si vous connaissez bien la réglementation et si ceux qui ont passé leur IPR sont toujours au point. Vous avez le sondage normalement qui apparaît et normalement vous avez la possibilité de répondre. Je ne sais pas si ça couvre pas trop le. Ah, a priori les gens répondent donc c'est bon. Peut-être pour la C, je pousse un peu. Juste Hervé, je me permets de prendre la parole juste Oui. pour t'informer que peut-être tu fais un peu de bruit parasite en touchant peut-être ton micro ou en étant peut-être proche de ton micro, je ne sais pas, il y a des petits bruits parasites. D'accord, je me recule alors. Des bruits de feuilles ou de toucher de micro ou je ne sais pas. Il n'y a pas de feuilles, mais c'est peut-être parce que je suis trop en face de l'ordi, je me recule. Oui. Ok. On rembourse le prix de la formation de webinaire pour celui qui répond bien à toutes les questions. Hein. Alors, on a bientôt. Il reste encore quelques-uns qui n'ont pas répondu. Je laisse encore. Après, comme il y en a qui doivent pas être, qui sont au téléphone, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir répondre. Donc, je mets Allez, mettre fin au vote là. Je mets fin au vote. Et donc, pour la première, on avait plutôt DT pour les réponses des participants. Donc voilà, la première, c'était une DT parce qu'on est vraiment sur des chantiers, un chantier étier grand qui fait plus de 100 mètres carrés, avec pas mal de fouilles. Le deuxième aussi, donc on était sur de l'enrochement et sur des techniques. En plus, sur le GIFre, Manu, c'est toi qui suis le GIFre, non? Tu nous diras ce que tu as fait, si c'est toi, si tu as fait une DT, là. Un petit abreuvoir, donc c'est des choses qui peuvent être en régie, donc DT, DICT. Ici, on est sur des travaux avec des enrochements, il y a sûrement des fouilles, on va enfoncer des piquets qui sont grands, mais comme on est sur un tout petit secteur qui fait moins de 100 mètres carrés, on peut se permettre de faire une DT, DICT. Et là, sur ce secteur-là, donc on était à proximité de lignes aériennes, donc là, on était vraiment sur des travaux qui étaient grands avec une DT. Donc, globalement, les résultats étaient à peu près bons. Il y avait quelques petites erreurs sur certaines photos. D'accord. Voilà. Alors, là aussi, un point aussi particulier, c'est quand on a la chance de travailler sur une rivière qui longe ou qui est traversée par une voie SNCF. Parce que là, on a 2 cas où on travaille sans modifier les installations en faisant une modification des installations ferroviaires. Donc là, il faut, avant de faire quoi que ce soit, prendre contact avec l'agence ingénierie et projet territorial de la SNCF Réseau. Et il va falloir établir une convention études et travaux dès la phase d'initialisation de vos chantiers. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps et des fois, on a du mal à arriver à joindre la SNCF sur ces secteurs-là. Si vous n'avez pas de modification des installations ferroviaires, c'est en général ce qui se passe quand on fait des travaux d'entretien de ripisylve ou des travaux de curage un peu de la rivière sans toucher à voie SNCF. Donc là, on engage la procédure DT-DICT au plus tôt pour connaître les mesures techniques que vont nous imposer, que va nous imposer la SNCF.
Par contre, il faut savoir que les délais sont excessivement longs puisque la SNCF se donne un délai de 6 mois pour répondre à votre DT. Donc, bien prendre le temps d'anticiper ce genre de travaux. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les DT, DCT, donc on va envoyer les déclarations directement aux exploitants de réseau par courrier, fax, mail, etc. Et il y a un délai de réponse entre 9 ou 15 jours, hors jour férié. 9 jours, c'est dans les cas où on envoie par voie électronique, et 15 jours, c'est les délais de réponse qui sont faits par voie postale. Alors, si vous n'avez pas de réponse à ces DT, la réglementation ne prévoit pas de procédure de relance de l'exploitant. Vous pouvez le faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est absolument pas réglementaire. Alors donc, c'est des choses qu'on peut voir là dans les cahiers des charges, de mettre des petites phrases qu'en cas d'absence de réponse à la DT de la part de l'exploitant, même après relance, vous pouvez, vous, en tant que responsable de projet, poursuivre l'élaboration du projet. Par contre, il va bien falloir informer l'exécutant de travaux qui prévoit éventuellement des conditions techniques et des conditions financières pour essayer de détecter ces réseaux. Donc, vous n'êtes pas bloqué forcément quand il n'y a pas de relance, quand il n'y a pas de réponse après la relance auprès de l'exploitant. L'exploitant, il vous répond donc en vous envoyant normalement ses plans et puis un récépissé. Voilà le format d'un récépissé. Vous avez le type de récépissé, savoir si c'est une réponse à une DT, une DCT, DCT conjointe. Vous retrouvez les coordonnées de l'exploitant, un petit topo si les réseaux de l'exploitant sont en cours de modification, donc c'est expliqué ici. Le type de réseau que vous allez avoir et si l'exploitant va vous demander des inspections complémentaires ou si vous donne rendez-vous sur le site. Des recommandations pour la sécurité et éventuellement les dispositifs de sécurité à mettre en place, et puis ce qui se passe si jamais les contacts, si vous dégradez malencontreusement un ouvrage. Voilà. Ensuite, donc, on a parlé du fait que l'exploitant pouvait vous demander de faire des repérages complémentaires. Vous avez deux types de repérages, les investigations complémentaires. Donc ça, c'est une demande de l'exploitant du réseau et c'est vous qui allez devoir prendre la responsabilité et la charge financière de ces travaux. Alors, on l'avait évoqué la dernière fois, il y a une possibilité de faire payer l'exploitant en général pour moitié des travaux quand on est sur des réseaux de classe C. Et puis, donc l'autre partie, c'est les mesures de localisation. Donc là, l'exploitant préfère aller rechercher son réseau tout seul. Et puis, donc c'est sous sa responsabilité et c'est à sa charge de faire ces mesures de localisation. Et là, donc, pour répondre à votre DT, il a 15 jours de délai en plus. Alors, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est que vous faites des installations complémentaires et vous trouvez une classe de précision qui était moins bonne que celle annoncée. Par exemple, l'exploitant vous disait, là, allez chercher ces réseaux, là, sur ces réseaux ici, je suis en classe B, mais faites une inspection complémentaire. Vous faites votre inspection, vous voyez que c'est en fin de compte que les réseaux, ils sont plus à plus d'un mètre 50 du secteur où il était prévu. Pardon. Donc là, la totalité des coûts va être supportée par l'exploitant. Donc voilà sur la localisation des réseaux. Alors, on fait de la localisation complémentaire ou des mesures de localisation que si on est sur des réseaux sensibles et si tous les réseaux ne sont pas en classe A. Donc, si vous avez du B ou du C, vous le faites. Si vous êtes en classe A, vous ne le faites pas. Et quand vous êtes dans le cadre de DT, DICT conjointe, ce n'est pas la peine non plus de faire ces investigations complémentaires ou ces mesures de localisation. Donc, vous transmettez une fois que vous avez ces résultats, vous avez localisé précisément où sont les réseaux, vous envoyez tout ça aux exploitants. Vous avez 15 jours pour le faire. Et les exploitants doivent intégrer ces résultats dans les 6 mois à venir sous la plateforme, sous le guichet unique.
Donc, tout ça, l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance et la précision des réseaux. Et puis, vous envoyez les éléments aussi aux exécutants de travaux, donc tout ce qui va être les résultats et les récépissés d'IC. Et ces récépissés d'inspection complémentaire et les plans doivent être intégrés normalement dans le dossier de consultation des entreprises ou avec les bons de commande si vous êtes sur un marché à bons de commande. Pour revenir sur les exploitants et l'intégration des résultats, donc, ils peuvent éventuellement rejeter les résultats que vous leur donnez si vous n'êtes pas référencé en XYZ, si vous n'avez pas pris en compte la génératrice supérieure, si vous ne donnez pas suffisamment d'informations sur les techniques qui sont utilisées et si les incertitudes sont trop fortes ou le matériel n'est pas adapté. Donc, sur les clauses techniques et financières, donc l'objectif de ces clauses, c'est vraiment essayer de limiter les conflits qu'il peut y avoir entre les différents partenaires. Et c'est pour bien préciser qui est responsable de quoi et qui paye quoi. Donc, vous avez 6 clauses techniques obligatoires à faire apparaître dans vos marchés. C'est le cas des travaux qui vont débuter plus de 3 mois après la réponse au DT, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas d'inspection complémentaire, qu'est-ce que vous devez faire à la place? Si vous n'avez pas de réponse à une DICT, donc les travaux doivent être ajournés, donc qu'est-ce qu'on fait? Qui paye quoi? Vous devez avoir un topo sur le marquage piquetage, un topo sur l'arrêt des travaux qui sont liés au réseau, parce que vous trouvez des nouveaux réseaux ou vous tapez dans les réseaux, et puis tout ce qui va concerner les méthodes de récollement des réseaux neufs. Donc là, voilà, par exemple, je vous ai mis des choses qu'on peut trouver dans les CCTP. Hein. Dans le cas où vous avez des travaux qui vont débuter plus de 3 mois après la réponse au DT, donc là, c'est un cahier des charges du Grand Lyon, on dit que la déclaration de travaux, pour nous, en phase conception, elle est considérée sans limite de validité. Voilà. Par contre, si entre le moment où on a envoyé la DT et la DICT, on s'aperçoit qu'il y a des écarts, ça va être un point d'arrêt avec l'entreprise. L'entreprise et le Grand Lyon, là, on va évaluer les impacts de ces écarts et les conséquences contractuelles, techniques et financières. Donc, dans nos marchés, au niveau des bordereaux des prix unitaires, on a un prix pour éventuellement payer à l'entreprise un délai ou des inspections complémentaires parce que la DT n'aurait pas été bonne. Voilà, vous pouvez mettre ce type de clause. Et puis, un autre type de clause hein, sur le marquage piquetage. Donc ça, c'est important parce que ce marquage piquetage, il doit être présent pendant tout le chantier. Et là, on parlait des conditions de sécurité du chantier et des points de vigilance. Là, typiquement, c'est une des clauses de conditions de sécurité et un point de vigilance à avoir, bien que ce marquage piquetage soit tout le temps marqué sur le chantier pendant les travaux. Donc, on explique que les prix sur le marquage piquetage, enfin, sur les prix tiennent compte donc de la réalisation du marquage piquetage, hein, pour ça, et que ça permet de signaler tout ce qui va être fuseau, que ce marquage piquetage doit être fait conformément aux prescriptions de l'annexe E du fascicule dont on a parlé tout à l'heure, que dans les prix du marquage piquetage, on tient compte aussi des comptes rendus qui doivent être faits obligatoirement, du reportage photo éventuellement, et de la maintenance surtout pendant toute la durée des travaux. Alors en milieu rural, ce n'est pas forcément très important, mais en milieu urbain où vous avez plein de gens qui vont passer, qui sont susceptibles d'effacer les marquages ou d'arracher les piquets, donc ça c'est très important d'avoir en tête qu'il va falloir maintenir le marquage piquetage tout le long. Donc là aussi, hein, je vous dis que ce marquage piquetage, c'est une obligation du responsable de projet qui en général va être confié à l'exécutant de travaux. Donc vous confiez, vous demandez à l'entreprise de le faire, vous le rémunérez, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment dans la partie à mettre dans le CCTP. Alors il y a 2 exceptions, c'est tout ce qui est matière dangereuse et réseau de gaz supérieur à 4 bars.
Là, en général, c'est l'exploitant qui vient matérialiser son réseau. Et puis, bien sûr, s'il n'y a pas de réponse de l'exploitant hein, au DICT, vous ne pouvez pas obliger l'entreprise à marquer des réseaux où on ne sait pas où forcément ils passent. Donc, je vous parlais du compte rendu qui est obligatoire à mettre en place. Donc, c'est ce type de compte rendu là avec les réseaux et les couleurs qui sont normalisées. C'est l'exécutant de travaux hein, ou le prestataire de détection de réseau qui va le remplir et il est signé par le responsable du projet. Alors là aussi, attention, la signature, hein, ça atteste pas de l'exactitude du marquage, ça atteste simplement que le marquage il a été fait. Et un autre point aussi qui concerne la sécurité, hein, sur les conditions de sécurité, c'est ce marquage, il doit bien se faire minimum jusqu'à 2 mètres hors de la zone de travaux. Hein. Vous avez une zone de travaux qui est là, le marquage doit être fait de part et d'autre pour des questions de sécurité. Donc, deux ou trois points, enfin, j'insiste hein, parce que c'est vraiment une des conditions fondamentales hein, de sécurité, c'est ce marquage. Donc, en général, on trace l'axe du réseau. Là. Donc, ici, on a en rouge, on est sur un réseau électrique et on est sur un réseau qui va être, par exemple, de classe B, là, on va faire, vous voyez, 2 petits chevrons qui vont être tournés vers l'intérieur, qui vont être situés à 1,50 m de cette zone-là. Donc, ça veut dire qu'on est sur de la classe B. Sur le réseau qui est représenté ici, donc on est sur une localisation de classe A, donc on est sur une distance de 80 cm à 1 mètre entre les deux chevrons, donc ça veut dire 50 ou 40 cm de l'axe médian. Et quand on est sur de la classe C, c'est pareil, on a matérialisé la position du réseau et de part et d'autre, on va mettre les chevrons, mais les chevrons qui pointent vers l'extérieur pour stipuler qu'on est sur de la classe C. Donc, ce qu'on fait aussi souvent en milieu urbain, ou quand vous avez la possibilité de marquer à la bombe, c'est de marquer le type de réseau. Est-ce qu'on est sur du réseau électrique? Est-ce qu'on est sur du réseau de gaz? Et la profondeur à laquelle on va trouver ce réseau. Donc, tout ça, c'est des questions de sécurité et des points fondamentaux. Un dernier petit point sur les obligations du responsable, hein, c'est toutes les relations qu'on peut avoir avec le maître d'œuvre. Donc, quand on est maître d'ouvrage ou responsable de travaux, on peut déléguer tout ce qu'on a dit sur l'envoi des DT, les analyses de récépissés, tout ce qui va être les DICT, le contrôle, la formation du maître d'ouvrage, etc. Tout ça, ça peut être délégué. Par contre, la responsabilité, elle va toujours rester sur le maître d'ouvrage. Donc, vous déléguez les missions, mais vous déléguez absolument pas votre responsabilité. Et cette délégation, donc tout ça, ça doit être formalisé dans les pièces du marché de maîtrise d'œuvre. Voilà. Un petit point aussi sur les travaux urgents. Donc, ce qu'on a dit précédemment, c'est tranquille. On a le temps de faire ces travaux, donc on a le temps de tout prévoir, tout écrire, mais de temps en temps, on a des travaux urgents à faire. Par exemple, une digue qui est en train de partir. Donc là, on ne peut pas se permettre de faire des DT ou des DICT. Donc, on est dispensé de ces DT, DICT, et en fonction du type de réseau, est-ce qu'on est sur du réseau sensible ou pas sensible, on va pouvoir envoyer ce formulaire-là qu'on appelle un avis de travaux urgents après ou avant les travaux. Et en fonction du type de réseau, on va devoir ou on va pouvoir s'exonérer d'appeler les gestionnaires de ces réseaux. Par contre, je rappelle aussi, là, question de sécurité importante, hein, en cas de travaux urgents, comme on ne sait pas où vont être localisés les réseaux, donc il faut que l'ensemble des intervenants sur le chantier soient titulaires de l'AIPR. Un petit organigramme, enfin, un petit logigramme pour montrer comment on fait dans les travaux urgents. Donc, première chose,
quand même, il faut qu'on puisse consulter le guichet unique. Hein. Ça veut dire qu'il faut avoir des accès Internet, y compris de nuit, pour aller vérifier qui est le réseau il y a sur le secteur. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de réseau sensible, donc on peut faire, on n'est pas obligé de passer des coups de téléphone, on lance les travaux et on envoie les ATU avant ou après les travaux. Par contre, si on s'aperçoit qu'il y a des réseaux sensibles, on a deux cas où il y a les réseaux sensibles et on est quand même obligé d'intervenir tout de suite dans moins de 24 heures. Donc, il faut appeler quand même au téléphone tous les gestionnaires des réseaux sensibles. Ça aussi, question de sécurité, hein. C'est vraiment des points très importants. On leur passe un coup de téléphone en leur disant qu'on va intervenir à proximité des réseaux sensibles. Donc, en fonction de la sensibilité du réseau et du gestionnaire, il peut envoyer quelqu'un pour surveiller, contrôler un petit peu les travaux ou aider avec des plans. On fait un ordre d'écrit d'intervention à l'entreprise qui va intervenir. Elle fait ses travaux et après, vous envoyez votre ATU parce que tout ça se fait dans l'urgence. Si l'intervention est différée, donc on a un peu plus de temps, on a des réseaux sensibles, donc on va passer un coup de téléphone quand même aux gestionnaires des réseaux qu'on appelle très sensibles. Hein. C'est tout ce qui va être transport de matières dangereuses. On leur envoie l'avis de travaux urgents d'abord, parce qu'on a un peu plus de temps. Ensuite, on passe l'ordre écrit d'intervention et ensuite, on fait les travaux. Donc là aussi, hein, ce n'est pas parce qu'on est dans l'urgence qu'on s'affranchit complètement de la sécurité au niveau des travaux. Voilà, donc j'ai fini sur les responsables au niveau du responsable de projet, sur la sécurité. Je ne sais pas s'il y a des questions, Béatrice. Il y a pas mal de questions et de réactions. Peut-être des précisions déjà par rapport à la première partie de ton intervention. Juste une question de Cyril qui, du coup, lui a fait une formation avec un organisme agréé, a eu une attestation de l'AIPR et il se posait la question par rapport à l'AIPR employeur, est-ce qu'il faut qu'il ait un autre document complémentaire et est-ce qu'il y a un modèle type d'AIPR du coup qui peut se trouver quelque part? Non, il a passé la formation, donc il a dû répondre aux questions au QCM et ton employeur doit avoir une attestation en disant que tu as passé l'AIPR et que tu as eu, je ne sais pas, 20 sur 20 au QCM. Et donc après, ton employeur te signe un papier en disant monsieur, c'est bon, vous pouvez intervenir sur les chantiers, vous avez votre AIPR. Ça, c'est ton employeur qui te délivre. Si tu changes d'employeur, il faut absolument qu'il te rende le document qui dit que tu as eu 20 sur 20 au questionnaire et tu vas voir ton nouvel employeur avec ce document qui t'est fourni par le centre agréé qui fait passer l'AIPR. Tu le donnes à ton employeur et ton employeur te fait une nouvelle attestation comme quoi tu as l'attestation pour l'AIPR. Et j'étais clair. Ok, a priori, ça lui convient, il remercie. Et il y avait une autre précision par rapport du coup au classement A, B, C. Oui. Pour les réseaux sensibles, a priori, sont classés A. Pour les autres, pour les réseaux non sensibles? Alors, les réseaux sensibles, certains sont classés en B ou en C parce que le gestionnaire n'a pas eu le temps de détecter l'ensemble de ces réseaux. Donc, ils vont passer de la classe C à la classe A au fur et à mesure que le gestionnaire va venir faire des campagnes de mesure sur ces réseaux ou au fur et à mesure des travaux. Par exemple, aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, les réseaux de gaz ou les réseaux électriques n'ont pas tous des classes de précision A, parce qu'on a récupéré des vieux plans qui ne sont pas très précis, parce que EDF ou GDF a récupéré des vieux plans qui ne sont pas très précis, et ils n'ont pas fait des nouvelles campagnes de localisation. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des réseaux sensibles qui sont en B ou en C. Et de même que vous pouvez avoir des réseaux dits non sensibles aujourd'hui, mais dans lesquels
j'y reviendrai aussi en fin de présentation, dans lequel le gestionnaire anticipe la réglementation et décide de localiser de géoréférencer ou de localiser son réseau avec une précision de 40 ou 50 cm. Donc, ils peuvent être en A aussi. Okay. Alors juste, le temps file, il nous reste une petite trentaine de minutes, mais il y avait encore quelques questions par rapport… alors, il y a une précision, je pense, d'Élodie, pas une question. Pour les exemptions, là, pour les DT et DICT, a priori, c'est non obligatoire pour les fouilles et curages de fossés de moins de 40 cm. Alors, quand on est à moins de 40, cm, enfin, j'y reviendrai aussi pour les travaux, sur les curages de fossés, c'est curage vieux fond, vieux bord. Au-delà, vous allez voir comme en général, ces fossés, avec les remembrements, ils ont déjà été élargis, approfondis. Dès que vous voulez faire un approfondissement hors vieux fond, vieux bord, vous êtes normalement obligé de faire une DT et une DICT. Mais après, il y a une partie qui va rester à l'appréciation du responsable de travaux. J'en reparlerai de ces fossés-là. On va de ces fossés ou de ces petits cours d'eau. D'accord. Et il y avait une autre question concernant ça. Les DT, est-ce qu'elles sont obligatoires pour un terrassement inférieur à 40 cm? Alors, si vous êtes un terrassement, vous êtes seulement si vous creusez, vous remplacez un piquet qui va être enfin, vous remplacez une embase, on terrasse pour enlever une embase d'un piquet ou de panneau, qui vous êtes à moins de 40 cm, vous n'êtes pas obligé de faire une DT DICT. Si vous faites du terrassement, tout ce qui va être terrassement, vous allez être obligé de faire une DT DICT, même si vous êtes à moins de 40 cm. Même sans remplacement. Mais voilà, voilà. Il y a que les travaux, agricoles et les travaux horticoles à moins de 40 cm qui sont dispensés de DT DICT. Et du terrassement, c'est pas considéré comme un travaux horticole. Ok. Une autre précision par rapport aux distances concernant les réseaux aériens, est-ce qu'on considère les câbles, les fils ou la projection au sol? Alors, on considère le fil. Là aussi, j'y reviendrai sur les questions de sécurité et de faire voir attention. C'est bien le fil et c'est la génératrice inférieure du fil qui fait acte. Référence. Par rapport aux voies ferrées, est-ce qu'elles sont référencées comme les réseaux dans le guichet unique ou on a connaissance de ça parce qu'on prend attache avec la SNCF comme c'est propriétaire d'un ouvrage? Alors, on prend les lignes SNCF. Je suis pas sûr. Alors ça, je ne sais pas répondre à la question. Je suis pas sûr qu'elles soient dans le guichet unique, mais toutes les fois que vous êtes à proximité d'une voie SNCF, quand vous faites des travaux, vous le voyez sur n'importe quelle carte. On voit qu'il y a la SNCF qui passe, la ligne de train, et on se dit, bim, chouette, on a gagné, on a tiré le gros lot. Ok, donc c'est plus, oui. Ça se voit vite. Ouais. Ça se voit vite, oui. Il y avait quelques questions et demandes de précision sur les inspections complémentaires, savoir si c'était obligatoire en unité urbaine. Est-ce que c'est à la charge du maître d'ouvrage pour des réseaux B, C? Alors, si c'est du C en unité urbaine, c'est moitié-moitié. On paye hein, sur du réseau sensible. Hein, c'est moitié-moitié. Après, ça va être beaucoup de négociations et des discussions qu'il y a eu ou qu'il y a pu avoir entre les collectivités. Par exemple, la métropole de Lyon, on a des accords avec EDF et avec GDF en fonction des travaux, ils en prennent en charge en partie. Après, là, ça devient, on avait déjà un peu évoqué la dernière fois, il faudrait repartir sur les guides de fascicule 1 avec la réglementation pour voir ce qui se passe. Ok. Alors, il y avait une demande de précision par rapport aussi mais ça concerne la SNCF, mais pas que. C'est si on n'a pas de réponse à la DT, est-ce que le maître d'ouvrage est dégagé de responsabilité? Non, vous n'êtes pas dégagé de responsabilité. Vous n'avez pas de réponse. Ça veut dire que vous prenez sur vous de faire faire les travaux
et vous devez prendre en charge, enfin, vous devez prévoir, vous, à votre charge, d'aller faire des inspections ou de regarder ou d'adapter votre technique de fouille pour pas arracher le réseau. Si vous ne le faites pas, si vous dites bon, j'ai pas de réponse, j'y vais et je fais les travaux et qu'il y a un problème, vous serez quand même en responsabilité. Et en termes de responsabilité aussi, lors des inspections, enfin, suite à une inspection complémentaire réalisée par une entreprise prestataire Oui, qui a fait une mauvaise inspection, a priori, il y a de la casse. Est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage ou est-ce que c'est l'entreprise qui aurait mal fait l'inspection complémentaire? bah, il va falloir. Alors, c'est là, il va falloir. Je pense que ça va être discuté. On avait posé la question aux formateurs chez nous et il nous avait dit que ça allait être la responsabilité allait être recherchée par le juge. Si en tant que responsable de travaux, vous avez bien vérifié que votre entreprise, enfin que l'entreprise qui fait les IC, elle est bien, les gens aient bien les AIPR, que vous avez bien expliqué tout ce qu'il fallait faire, que vous avez bien donné tous les éléments, les DT, les plans, etc. Votre responsabilité va pouvoir être dégagée et ça va être que de la responsabilité de l'entreprise, du prestataire qui fait l'IC. Si jamais vous avez vous demandez de faire une inspection complémentaire sans filer tous les DT ou tous les plans qui vous ont donné étaient donnés par l'exploitant, là, votre responsabilité pourrait être engagée. Donc, c'est l'appréciation du juge. Ça va être à l'appréciation du juge. Ouais. Ok. Alors, du coup, il y a Cyril qui posait la question, qui disait qu'en ce moment, c'est une bataille d'assurance, a priori, entre, voilà, parce qu'ils ont eu ce cas-là, et entre, du coup, l'assurance, je pense, de la collectivité et puis de l'entreprise. Ouais. Et c'est passé au tribunal ou c'est juste les assurances qui s'assurent entre elles? Alors, je vais laisser peut-être la parole à Cyril de 2 secondes pour qu'il nous précise. Oui, vous m'entendez? Oui, Du coup, oui, on a eu le cas, nous, où justement les IC étaient confiés à notre entreprise de travaux, hein, donc elles ont pris un prestataire, les IC ont été réalisés, mais sur une emprise, on va dire, inférieure, bah, pas assez importante dans un premier temps, mais surtout, il y a eu de vraies erreurs de localisation de réseau. Et du coup, on a cassé une canalisation d'eau potable. Et là, en ce moment, cet aspect est vraiment discuté au niveau des assurances. Donc, c'est une grosse bataille d'assurance, mais c'est le juge. Bon, on n'y va pas encore, en tout cas à ce stade, quoi. d'accord. OK. Mais donc, oui, il va y avoir un accord avec les assurances ou derrière, vous pouvez aller au tribunal et faire intervenir le juge. Ouais. D'accord. C'est compliqué parce que les entreprises, elles savent que les IC, en théorie, c'est plutôt de la responsabilité, on va dire, du maître d'ouvrage. Donc, elles considèrent que bah, c'était à nous de le faire, qu'on n'avait pas à leur confier les IC. Bref, le discours n'est pas le même selon les entreprises, mais elles ont tendance à se réfugier un peu derrière cet argument, quoi. Oui, c'est de votre responsabilité en tant que responsable de faire les IC, mais c'est pas vous. Enfin, vous n'êtes pas en tant que responsable des travaux, vous n'avez pas de telle mécanique, vous n'avez rien du tout. Donc vous Mais êtes bien obligé de faire appel à une entreprise. est-ce qu'on a le droit, du coup, de le mettre dans un marché, comme tu semblais le dire tout à l'heure, de le mettre au BPU, avoir un prix qui dit inspection complémentaire, bref, et que l'entreprise, du coup, ait un prix pour réaliser ça et qu'on fasse appel à ce prix quand on en a besoin? Ah oui, oui, tu peux faire ça. Nous c'est ce qu'on fait. Alors, on a au Grand Lyon, ce qu'on a, enfin, mais parce que c'est une grosse collectivité et qu'on en fait beaucoup, on a un marché spécifique IC. D'accord. Donc, il y a une entreprise qui fait que des inspections complémentaires. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est dans ton marché, il faut bien faire apparaître un prix qui va être sur les inspections complémentaires que tu peux demander de le faire faire à la même boîte. Et par contre, il faut que le prix soit là. Et si le prix est là, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire le truc correctement et c'est plus compliqué pour eux après de se défausser.
Il y a Emmanuel qui lève la main. Je ne sais pas si c'est peut-être Vas-y. ou apporter son Oui. parole. Ah, pardon. Oui. Juste pour préciser, donc nous sur la Haute-Savoie, donc il y a deux aspects. Il y a à la fois les entreprises aujourd'hui, dès qu'on est en unité urbaine, sont un petit peu tatillonnes et réclament au maître d'ouvrage que le maître d'ouvrage fasse tracer les réseaux, donc tout ce qui est marquage, mais également dans la réglementation, juste pour compléter Hervé, sur les investigations complémentaires, quand on a des retours de DT avec des réseaux qui apparaissent en classe B et en classe C en unité urbaine, il est vivement recommandé aux maîtres d'ouvrage de faire réaliser en phase de conception de projet la totalité des IC pour savoir exactement quels sont les réseaux qui seraient impactés ou pas par le chantier. Oui, Voilà. oui, je suis OK avec toi. C'est pour ça que je le fais apparaître aussi sur la phase de la responsabilité du responsable, parce que tu es en phase conception. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on est bien en phase conception. N'empêche que quand tu es sur des marchés à bon de commande, tu peux très bien demander à l'entreprise qui va faire les travaux derrière, à la même entreprise, de faire les IC. Par contre, nous, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a un marché à bon de commande de piquetage de réseau où ils font, oui. Dans ce marché, on a à la fois du marquage pour les phases exécution, Oui. et puis à la fois du marquage pour les phases conception, Tout de à la fait, reconnaissance pour les phases conception. oui. Oui. Voilà. Mais ça, c'est super important. Si le responsable de projet, si vous avez identifié des prix déjà dans vos marchés, dans vos BPU, etc., ça montre que vous avez déjà pris conscience de cette problématique. Si vous faites faire vos IC en phase conception, c'est bien là aussi, c'est de faire cette sécurité le plus en amont possible. Ça montre déjà aussi que vous êtes conscient du truc et que vous êtes en train de vous décharger, de faire le travail correctement. Donc derrière, ce sera plus compliqué de venir vous chercher des noises. Ok. Alors, il nous reste un quart d'heure pour avancer. Il y avait encore une ou deux questions, mais juste une question par rapport au compte rendu sur le marquage-piquetage. Oui. Est-ce que il doit être renouvelé sur la durée du chantier ou au moment du premier marquage? Alors, il est fait au moment du premier marquage. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'il était là. Ouais. Il a été fait, oui. Et juste, il y a Alexandre Manzania qui demandait s'il y avait des exemples de CCTP pour le maître d'œuvre pour les DTT et ICT. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en auraient à partager. J'en profite pour dire qu'on fait la pêche actuellement au cahier des charges au niveau de l'ARA pour les mettre en ligne sur notre site. Donc, n'hésitez pas à les partager ou en tout cas nous le dire pour qu'on puisse les partager à tous, à ceux qui participent à la formation, enfin à ce webinaire, mais aussi plus largement. Voilà, je te laisse la parole peut-être pour continuer d'avancer sur la présentation. Et voilà, il est okay. 4h15. D'accord, on se dépêche. Oui, donc j'étais sur le. Tiens, là, il y a une boulette sur ma. On n'est plus sur le responsable. On est sur la personne qui fait les travaux. Donc toute cette partie-là, c'est planté. Hein, c'est l'exécutant des travaux. Tout ça, c'est pas bon. Donc l'exécutant des travaux, qu'est-ce qu'il fait? Il rédige la DICT. Il va envoyer la déclaration donc au gestionnaire de réseau. De nouveau, il y a un échange avec des plans, des consignes à respecter. Donc, c'est les analyses. On analyse les récépissés et les plans, on prépare le chantier et on va exécuter derrière les travaux. Donc voilà, la DICT, hein, c'est la même chose que tout à l'heure sur cette partie-là. On va se retrouver avec l'exécutant, les coordonnées de l'exécutant du projet, l'emplacement du projet, la nature et les travaux des calendriers. Donc ces DICT, elles sont valables là aussi 3 mois, hein, à compter de la date de consultation. Et puis, contrairement au DT, après, elles sont valables toute la durée du chantier. Donc là, il n'y a aucun souci.
Par contre, ce qu'il faut refaire, c'est penser à refaire des DT, des DICT, je veux dire, si les travaux n'ont pas démarré dans les 3 mois, donc vous faites votre DICT, le gestionnaire vous envoie tous les éléments et puis derrière, il ne se passe rien, vous mettez 6 mois à attaquer vos travaux, hop, donc vous refaites une DICT. Vous refaites une DICT si vous arrêtez vos travaux pendant plus de 3 mois. Et si la durée des travaux, donc là aussi, elle va durer plus de 6 mois sur un même endroit, vous refaites une DICT au bout de 3 mois, sauf s'il y a des réunions périodiques avec l'exploitant qui vient vous dire que son réseau n'a pas bougé et que la DICT initiale est toujours bonne. Donc voilà, donc quand vous allez remplir dans cette partie de DICT, là, sur ce secteur-là, nature des travaux et calendrier, vous allez retrouver une codification pour les listes de travaux. Donc sur les rivières, ce qui concerne essentiellement, c'est tout ce qui va être des constructions. Vous voyez qu'il y a un truc qui concerne essentiellement le curage des fossés et des berges, j'y reviendrai aussi. Tout ce qui va être la démolition éventuellement, tout ce qui va être les lagages, et le remblaiement ou le terrassement avec des fouilles et des excavations. Donc, vous expliquez quel type de travaux vous faites, si vous faites des travaux souterrains sans tranchée, mais en général, ça nous concerne peu quand on travaille sur les, enfin pour nous qui travaillons sur les cours d'eau, et vous avez une liste des autres techniques qui peuvent être engagées avec s'il y a des engins brise-roches qui sont là, s'il y a des engins élévateurs, etc. Tout ça, ça va vous renvoyer dans les guides sur des fiches travaux qui vont vous permettre de voir les prescriptions et la sécurité que vous devez devoir mettre en place pour vos travaux. Donc, quand vous envoyez les DICT, donc là aussi, il y a des délais, hein, suivant si vous êtes en envoi dématérialisé ou non dématérialisé, avec les délais pour les DICT ou les DT-DICT, 7 jours, 9 jours, 9 jours, 15 jours. Là, par contre, il y a des possibilités d'arrêter le chantier, contrairement à une non-réponse sur la DT. Si vous êtes sur un réseau non sensible, d'accord ? Si vous n'avez pas de réponse à votre DICT, vous pouvez quand même faire démarrer les travaux si le responsable des travaux est d'accord. Donc, vous pouvez tout à fait lancer vos travaux. Si vous êtes sur des réseaux sensibles, vous n'avez pas de réponse à votre première DICT. Vous avez obligation d'envoyer une lettre de relance. Si vous n'avez pas de réponse à votre lettre de relance, vous devez, avec l'entreprise, avec l'exécutant des travaux, faire un constat contradictoire d'arrêt de travaux. Et donc là, derrière, vous décidez d'arrêter les travaux ou vous voyez après derrière comment vous allez faire pour rémunérer l'entreprise qui a dû s'arrêter parce qu'on n'a pas de DT-DICT. Voilà, donc petite question sécurité là. Donc, comment on fait quand on a les DT-DICT? Donc, il va falloir prendre en compte les DT initiales. On est en phase d'exécution, hein, donc il va bien falloir regarder aussi les résultats des opérations de repérage. Donc, ça veut dire, ça sous-entend bien que ces opérations sont faites en phase conception. Il va falloir regarder aussi tous les récépissés des DICT. Et dans ces récépissés de DICT, vous allez aussi avoir les plans de réseau, s'ils ont bougé entre le moment où il y a la DT et le moment où il y a la DICT. Et vous allez avoir en général des notices qui vont vous expliquer toutes les recommandations de sécurité que vous allez devoir prendre pour venir travailler à proximité d'un réseau sensible. Et puis, qu'est-ce que vous faites en cas de dégradation des ouvrages? Donc, là aussi, pour des questions de sécurité, hein, il va falloir analyser les plans des réseaux et pas simplement sur l'emprise de votre chantier, mais en général 2 mètres autour de l'emprise de votre chantier. Regardez les classes de précision, les légendes qu'il va y avoir, vous expliquez attention alors là aussi aux légendes, hein, parce que les couleurs sont normalisées, mais il y a plein d'entreprises ou de boîtes qui font des plans avec les couleurs qui ne sont pas normalisées. Vous allez vous trouver du marron pour un réseau électrique, enfin tout un tas de trucs comme ça. Donc il faut bien regarder les légendes aussi et puis vérifier si vous êtes sur des réseaux sensibles ou non sensibles. Et puis donc bien regarder le marquage piquetage.
Et puis, dès que vous allez arriver à proximité des réseaux, en général les réseaux qui sont souterrains, il va falloir adapter les techniques de travaux et ne plus travailler avec une pelle mécanique, mais venir avec une aspiratrice ou faire du creusement en amont. Alors, un point, comme on devait parler de la sécurité, là aussi, qui est fondamental, c'est que l'exploitant va vous envoyer des plans avec un format et une légende. Et attention, si on fait des photocopies de ces plans, on modifie complètement les échelles. Et quand vous allez donner éventuellement, vous avez un format A3, vous faites une photocopie en A4 pour donner à l'exécutant de travaux, les échelles sont complètement modifiées. Donc derrière, on va avoir des sources d'erreurs sur la localisation des réseaux. Et là, on a du danger potentiel très important. Donc il faut bien transmettre à l'entreprise les documents sans s'amuser à faire des agrandissements ou des réductions d'échelle sur les documents qui sont envoyés. Donc, préparation du chantier. Donc, c'est là où on va essayer d'évaluer les risques et essayer d'adapter les moyens. Donc, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Une reconnaissance importante de l'environnement. Donc, là, pour la sécurité, c'est pas hésiter à aller sur le terrain, essayer de voir tous les indices sur le terrain. Donc, est-ce que quand on est en milieu urbain, les voiries ont été déjà creusées? Est-ce qu'il y a des reprises sur le béton? Est-ce qu'on va trouver des compteurs électriques, des compteurs de gaz, tous les émergents là, qui vont signaler ce qui se passe? Vérifier les AIPR du personnel aussi. N'oubliez pas qu'en tant que responsable d'un chantier, vous devez vous assurer que vos conducteurs de pelle aient bien tous leurs AIPR et s'assurer que sur le chantier, vous ayez bien les DICT ou les DTDICT et les récépissés et surtout, le maintien du marquage piquetage pendant toute la durée du chantier. Voilà, donc sur la sécurité aussi, tout ce qui va être exécution des travaux, on va retrouver tout ça dans le guide technique numéro 2, hein, le fascicule numéro 2, qui va expliquer comment on fait des travaux à proximité des réseaux. Donc, par exemple, vous nous posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on prend la projection au sol d'un réseau électrique ou on prend le réseau électrique? Donc, on prend bien le réseau électrique. Alors, la situation à risque quand on va travailler au niveau du réseau électrique, c'est qu'on va être à côté justement de ce réseau électrique. Et les facteurs de risque sont essentiellement les effets de la perspective. Quand vous êtes en bas, ici, que vous regardez la pelle ou la grue qui va déplier le bras télescopique et qui vous amener des pales planches ou des morceaux de bois sur un chantier, vous ne savez pas exactement à quel niveau vous avez du fil électrique. Donc ça, cette perspective, c'est très très important pour la sécurité. Il faut bien penser à tous les mouvements potentiels des engins, hein, les bras télescopiques, les charges qui peuvent bouger sur elles-mêmes. Donc, vérifier qu'on ne s'approche pas trop de ce réseau. Et puis, les conditions de visibilité. Si vous faites de l'élagage, vous avez des arbres qui vont peut-être vous cacher les fils électriques. À bien regarder tout ça. Et puis, la présence de plusieurs réseaux aussi qui peut complexifier grandement la situation. Donc, bien faire attention aussi au fait que sur un réseau électrique aérien, donc il y a des dangers en cas de contact, mais il y a aussi du danger en l'absence de contact. Vous pouvez avoir des arcs électriques qui se mettent en place, donc de bien faire attention. Et on rappelle que tout ce qui est haute tension, hein, c'est 5 mètres, et basse tension, c'est 3 mètres. Et vous voyez, hein, on est bien calé sur ce fil, sur la génératrice inférieure, et bien vérifier les mouvements dans tout l'espace de nos engins. Alors, quand on est sur des travaux souterrains, les situations à risque, c'est plutôt quand on va commencer à travailler à côté de l'infrastructure souterraine. Donc là aussi, le facteur de risque principal, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire que la personne qui est dans la pelle mécanique, là, a du mal des fois à voir ce qui se passe au fond de la fouille.
ou en pied de berge quand on va retaluter la rivière, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une personne en général à pied qui surveille le mouvement du bras mécanique. Et alors, les zones de danger essentielles, c'est l'intersection entre le fuseau de l'ouvrage, ici, hein, c'est toute la localisation en fonction de la classe, et puis le moment où vous allez terrasser, et c'est dans cette zone-là, hein, c'est ce qu'on appelle la zone d'incertitude, hein, ou lieu d'incertitude, et c'est là où va être tout le risque, parce que vous avez potentiellement localisé votre réseau ici, là, dans la bande des 50 cm, et peut-être que votre réseau va être là. Donc, c'est là où va se trouver tout le danger. Donc, une des mesures de sécurité, hein, quand on travaille sur les réseaux souterrains, c'est bien, quand on prépare le chantier, déjà de regarder où sont toutes les émergences des réseaux et essayer de repérer déjà les organes de coupure sur un réseau de gaz, où sont les vannes, sur un réseau d'eau, où sont les vannes, et bien localiser et préserver toutes ces émergences et ces organes de coupure pour bloquer tout ça. Alors, vous voyez, dans le fascicule numéro 2, on va avoir des fiches en fonction des types de travaux qui vont bien nous expliquer quels sont les risques potentiels et quelles sont les recommandations, les prescriptions. On parlait du curage à moins de 40 cm, hein, et donc là, on voit bien qu'on a les travaux de curage vieux fond, vieux bord, qui présentent a priori pas de risque particulier pour les ouvrages enterrés. Et donc là, vous êtes exempté de DT, DICT. Toutefois, le nettoyage des bords de fossé s'accompagne souvent d'une rectification, c'est-à-dire un reprofilage. Et à partir du moment où vous reprofilez, là, absolument, il faut que vous passiez dans le régime des DT ou des DT, DICT. Donc voilà, hein, on dit bien il ne faut en aucun cas profiter d'un curage pour reprofiler un fossé ou une largeur sans avoir préalablement fait une DT. Et donc, vous voyez les prescriptions à faire. Donc, le curage, c'est enlèvement des dépôts dus aux végétaux et à l'érosion sans reprofilage. Donc, dès que vous êtes à 40 cm de profondeur, comme on en parlait tout à l'heure, si vous tapez hors déblais végétaux ou hors accumulation de sédiments, on va être déjà dans du reprofilage et on va devoir passer par la DT DICT. Idem, hein, par exemple, pour les travaux d'entretien de la végétation. Donc voilà, les principales recommandations à prendre en compte avec des prescriptions pour les abattages d'arbres, les guider dans leur chute ou de bien faire attention quand on a de la végétation qui va surplomber la ligne électrique, donc des branches qui vont être au-dessus des lignes électriques, il va falloir faire une consignation donc, et une mise hors tension du réseau. Donc voilà. Donc, je renvoie aussi beaucoup, hein, parce qu'on passe nos formations IPR et on ne va pas suffisamment voir ces guides. Donc normalement, ces guides sont à prendre en compte chaque fois qu'on va préparer des chantiers pour l'analyse des risques. Hein. Ça nous aide à analyser les risques et ça nous aide derrière à mettre en place les protections, les mesures de protection. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on endommage un réseau et est-ce qu'on peut arrêter les travaux? Donc voilà, on a deux cas où on trouve souvent des réseaux inconnus qui sont mal positionnés. Donc, hop, on arrête complètement les travaux et on voit avec le responsable de projet. Donc, on a un certificat à remplir, arrêt de travaux, et là, c'est le responsable de projet qui va prendre ou non la décision de continuer les travaux. Donc, en général, il y a toujours un échange avec des exploitants potentiels ou des exploitants soupçonnés, savoir si les réseaux qui sont mal positionnés ou si c'est des réseaux qui sont connus, est-ce qu'ils sont toujours en activité ou pas. Donc, c'est entre l'entreprise et le responsable de projet. Par contre, si on tape dans un réseau, si on arrache un fil électrique ou on touche une canalisation de gaz, là aussi, on arrête immédiatement les travaux et on va alerter cette fois-là le responsable de projet et l'exploitant aussi. Les deux sont à avertir. Et donc là aussi, un constat contradictoire de dommages à faire, à remplir par l'exécutant de travaux et l'exploitant. Et derrière, une fois qu'à trois on a discuté, on décide ou non de poursuivre les travaux. Alors, j'insiste, hein, là aussi, vous êtes un exécutant de travaux, vous tapez dans une canalisation.
bon, vous n'entendez pas de gaz fuir, rien du tout. Hop, gentiment, vous remettez un peu de terre sur le tuyau en vous disant on ne verra rien du tout. Donc ça, c'est un déni pénal. Si on tape sur un réseau sensible et qu'on ne dit rien, derrière, on est susceptible de se retrouver derrière en prison. Voilà, rapidement, dès qu'on a un endommagement des réseaux, je rappelle la règle des 4 A, on arrête le chantier, on alerte les secours, on aménage un périmètre de sécurité autour et puis on accueille les secours. Je speed, j'essaye de regagner du temps. Un petit moment pour les questions. Oui, merci Hervé. Alors, je pense qu'on risque de déborder, on déborde déjà un petit peu. Je vais peut-être demander aux gens éventuellement de nous dire si ça pose souci, si on continue jusqu'à 16h30, parce que je pense qu'on le temps des échanges et la fin de ta présentation, on a encore une petite demi-heure. Ça te semble bon, Hervé? Pour moi, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, voilà, vous avez possibilité depuis la partie participant de soit de répondre par le chat, soit de cliquer sur le petit oui ou non dans le chat. Mais a priori, il n'y a pas de problème pour tout le monde. Voilà, on va continuer comme ça. Et donc oui, il y avait quelques questions. Si des fois pour certains c'était pas possible, vous pouvez pas continuer. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, la conférence le webinaire est filmé et vous pouvez retrouver du coup la capture de du webinaire en ligne et la présentation aussi sera partagée. Et si vous le regardez 3 fois de suite, c'est moins cher, il y a un tarif préférentiel. Alors, du coup, il y avait la question par rapport aux plans qui sont fournis par l'exploitant. Est-ce qu'il doit fournir, est-ce qu'il y a une obligation de fournir vraiment les plans précis? C'était Cyril qui évoquait le fait qu'a priori, ils ont souvent des plans de catégorie C, alors qu'ils savent qu'en interne, il y a des niveaux A et du niveau B et qui ne s'est pas partagé. Donc, est-ce qu'il y a une obligation de l'exploitant à partager le niveau maximum des plans? Alors, il y a une obligation à nous fournir des plans lisibles, des plans cotés et des plans précis. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a deux exploitants importants qui sont GDF et EDF qui sont en négociation avec l'État parce qu'ils sont souvent en retard sur la classification, sur le géoréférencement de leur réseau et ils font pression pour que les collectivités et que les exploitants et les responsables d'ouvrage participent financièrement plus à cette partie de faire monter en classe A. Donc, c'est pour cette raison, entre autres, qui ne donnent pas des plans qui sont corrects souvent et qui préfèrent aller sur le terrain ou discuter en bunyamun avec le responsable d'ouvrage ou avec l'entreprise pour essayer de faire prendre en charge une partie de ce levé de réseau. C'est la première réponse. Et la deuxième chose, c'est que ces exploitants, EDF et GDF, ils payent relativement cher le géoréférencement de leur réseau. Là aussi, c'est une question de coût. Et ce qu'ils voudraient bien faire c'est vendre en partie pour se refinancer les plans en DWG qu'ils ont et qu'ils enverraient aux entreprises ou aux responsables de travaux. Et pour l'instant, donc les services de l'État et l'INERIS qui gèrent le guichet unique n'est pas d'accord. Donc ça bloque un peu. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des plans pourris en PDF, qu'on a parce qu'ils mettent pas mal de mauvaise volonté. Ok. Il y avait aussi une question par rapport à la gestion du danger lors de l'exécution des travaux. Est-ce que ça doit faire partie d'un document unique, ça doit être intégré dans le document unique de sécurité? De l'entreprise? Oui, alors si en tant qu'exploitant, en tant qu'entreprise, donc qui va réaliser des travaux, dans son document unique, oui, ça doit être marqué, ou même nous, si on fait des travaux en régie, c'est une source de danger et ça doit être répertorié dans le document unique de l'entreprise.
Et pour la collectivité? Et pour la collectivité, si vous êtes… Alors, pour la collectivité, là aussi, il faut bien se mettre dans deux cas de figure. Où vous êtes juste la personne qui va être en tant que responsable du chantier des travaux, auquel cas vous, ça ne va pas vous impacter parce que ce n'est pas vous qui allez être sur le terrain. Mais si vous êtes une collectivité qui, en même temps, fait de la régie, donc là, vous n'êtes plus dans votre position de responsable d'ouvrage, mais vous êtes dans votre position d'exploitant et de réalisateur, de la personne qui réalise les travaux. Et là, pour le coup, il faut que ce soit intégré. Okay. C'est clair, non? Je réponds là? Oui, je vais peut-être laisser la parole juste à Alexandre pour savoir si ça répond, et puisqu'il demandait aussi s'il y avait des exemples du coup pour intégrer. Oui, c'était la question par rapport aux documents humides et sécurité de la collectivité. Oui. Donc effectivement, quand on est un régie, ça me paraît évident. Après, je ne sais pas jusqu'où on va quand on est, on va dire, maître d'ouvrage et que du coup, on intervient à la fois dans le suivi de la conception du projet, puis après on participe, on s'occupe de la supervision du projet en général, y compris on est aussi présent en réunion de chantier et éventuellement sur le terrain. Oui. Donc, du coup, effectivement, on est moins exposé que les équipes exécutantes, mais bon, l'accident réseau peut aussi survenir quand nos équipes sont sur le terrain dans l'exécution. Oui. Alors, si vous êtes… là aussi, il faut bien faire la différence entre si vous êtes maître d'ouvrage et si vous êtes maître d'œuvre. Parce qu'en tant que collectivité, vous pouvez être et maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, il ne va pas forcément beaucoup sur les réunions de chantier et ce n'est pas son rôle qui lui est dévolu à lui. C'est plutôt le maître d'œuvre qui fait ça. Donc, si vous êtes appelé, vous, dans votre collectivité, à aller sur le terrain, effectivement, c'est des choses que vous devez rentrer dans votre document unique. Ça va être dans votre risque. Vous allez avoir, par exemple, risque d'électrocution. Alors, risque d'électrocution, quand vous êtes dans votre bureau en train de manipuler l'ordinateur, de changer les ampoules électriques, etc., et un risque d'électrocution quand vous allez aller sur le terrain pour des chantiers dans le cadre de chantiers à proximité de réseaux électriques. Ok. Voilà. Alors après, derrière, vous avez les codifications de la gravité, de la criticité, etc. Peut-être que c'est un accident qui va être super grave parce que vous risquez de mourir. Par contre, la probabilité de l'avoir, ça va être très, très faible. Donc, quelque chose qui ne sera pas forcément important. Merci. Et il y avait une question aussi d'Élodie sur le délit pénal. Là, il est présenté dans le cas de casse pour des réseaux sensibles. Qu'en est-il pour les réseaux non sensibles? Est-ce que c'est aussi un délit? Pour les réseaux non sensibles, non, ça n'a pas été considéré comme des délits. Par contre, voilà, c'est le genre de choses à ne pas faire. On tape dans un réseau, que ce soit une communication électronique, un réseau téléphone, etc. On a quand même tout intérêt à appeler l'exploitant. Mais vous pouvez avoir, c'est un délit administratif et vous pouvez avoir des amendes. On évite de faire l'autruche. Voilà. Ok, je crois que il n'y a plus de questions pour l'instant sur cette partie. Je te redonne la main pour la suite et fin de cette présentation. D'accord. Donc, sur la fin de la présentation, donc c'était l'obligation des gestionnaires et qu'est-ce que doit faire le gestionnaire pour ces questions de sécurité et travaux à proximité de ces réseaux. Donc, la première chose à faire, c'est déclarer et référencer tous les linéaires de réseau donc sur le guichet unique. Donc, derrière, je vous expliquerai comment on fait. Alors, quand on parle de… Alors là, j'ai la pression parce que je parle sous l'écoute d'Emmanuel, qui est le pro des ligues. Donc, sur le référencement des ligues, c'est toutes les digues et les ouvrages qui soient conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et submersions et qui soient compris ou non dans des systèmes d'endiguement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de systèmes d'endiguement. Donc, une digue ou un ouvrage non compris dans ce système d'endiguement doit être référencé, de même que les ouvrages qui ne sont pas encore autorisés aujourd'hui ou qui n'ont pas fait l'objet d'études de danger, etc., doivent être aussi référencés au niveau du guichet unique.
Et le deuxième point important auquel on ne passe pas souvent, c'est qu'on va référencer nos ouvrages, on va référencer les digues, on va peut-être référencer sur un cours d'eau un barrage qui va permettre de maintenir le niveau d'eau. Ce barrage, il est alimenté par un réseau électrique et puis peut-être que ce barrage, il va être relié à une sonde de mesure en amont et en aval. Eh bien, ces réseaux qui vous appartiennent doivent aussi être référencés dans le guichet unique. Tout le fil électrique qui va amener qui va alimenter votre ouvrage jusqu'au compteur électrique. Donc, le compteur électrique, c'est l'endroit où il y a la séparation entre le domaine public et le domaine privé. Donc, après le compteur électrique, c'est votre responsabilité à vous d'intégrer ce réseau dans le guichet unique. Donc, vous devez enregistrer vos ouvrages et vous devez faire ce qu'on appelle la zone d'implantation, la ZIO, la zone d'implantation des ouvrages. Alors, cette zone d'implantation des ouvrages, elle doit être de 50 mètres de part et d'autre du réseau. Donc, vous avez votre réseau, un réseau électrique ou une digue, donc 50 mètres de part et d'autre. Donc, vous faites une zone et c'est cette zone-là que vous allez donner aussi dans le guichet unique. Et c'est dès qu'il y a dès que quelqu'un viendra faire une emprise de chantier dans cette zone-là, vous serez averti que quelqu'un vient gratouiller autour de votre réseau. Alors, si tout votre réseau est en classe A, vous pouvez ne faire qu'une bande de 30 mètres. Pourquoi cette diminution de bande? Vous avez tout intérêt parce que quand vous allez être en secteur urbain, une bande de 100 mètres, il y a plein de réseaux qui vont passer dans cette bande-là. Donc, dès que quelqu'un va venir faire des travaux relativement loin de votre ouvrage, vous allez être prévenu et il y a plein de fois, vous allez être obligé de répondre à des DT, des ICT en disant que c'est loin de chez vous, vous n'êtes pas concerné, donc vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux réduire cette zone d'implantation le plus proche possible de son ouvrage. Donc, comment on fait pour faire référencer ces réseaux? Donc, déjà, il faut aller sur le guichet unique, vous créez un compte et puis vous allez avoir des renseignements administratifs à donner, le nom de votre syndicat, par exemple, les coordonnées, qui est responsable, des numéros de téléphone en cas d'urgence et les communes qui vont être concernées par votre ouvrage. Ensuite, vous devez faire des fichiers sous format de SIG, donc en format SHEP, de l'ouvrage, donc qui va être coté, qui va être positionné correctement, et puis votre zone d'implantation. Donc là aussi, je dis attention aux distances hein, sur le site. Plus les distances sont grandes, plus vous allez être souvent consulté pour donner des renseignements sur votre ouvrage. Voilà. Une fois que vous avez fait préparer tous vos fichiers de dessin, il va falloir enregistrer ça sur le guichet unique et attendre que l'INERIS, qui gère ce guichet unique, valide l'implantation de vos ouvrages. Donc, en général, il y a des petits allers-retours avec des documents et des procès-verbaux à signer, en général un par ouvrage. Et une fois que vous avez signé le procès-verbal, ça veut dire que tous les renseignements que vous avez dit ont bien été pris en compte par l'INERIS, vous avez vérifié tout ça et votre réseau est enregistré sur ce guichet unique. Chaque fois qu'il y a des mises à jour, donc il faut bien penser hein, à là aussi mettre à jour tout votre guichet unique et le référencement de vos réseaux. Et puis, ce qu'on conseille de faire aussi, c'est une note d'accompagnement que vous allez trouver en général dans le fascicule 2. Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Pour bien expliquer aux entreprises qui vont travailler à proximité de vos digues les travaux qui sont autorisés, les travaux qui ne sont pas autorisés. On ne fait pas n'importe quoi à côté de ces ouvrages. Et donc là, je renvoie sur l'association et au niveau de France Digue qui ont pas mal travaillé là-dessus, qui se sont posé des questions sur le référencement dans le guichet unique et qui ont préparé une petite note déjà qui est toute faite et bien faite, envoyée aux entreprises. Donc, pour le gestionnaire, vous référencez les digues et puis vous allez devoir répondre à toutes les déclarations. Donc, envoyer tout ce qui est les récépissés pour les DT, les DICT, avec les délais
Donc là, je vous renvoie sur le chapitre, donc ce n'est pas le 5.1, c'est le 3.1 qu'on a vu tout à l'heure, sur le rôle du responsable d'ouvrage, avec tous les délais. Vous allez devoir envoyer avec ces récépissés des plans, là aussi, à l'échelle, des plans qui sont cotés et qui vont être au format que va vous demander le déclarant, hein, ou préparer une réunion sur site. Enfin, si quelqu'un vous demande un plan à l'échelle au format A4, il faut lui envoyer au A4. Si c'est au A3, c'est au A3. Donc ça demande quand même derrière d'avoir un petit peu de matériel de reproduction et de gestion de ces données. Il va falloir envoyer aussi tous ces documents, hein, les plans, les notices, etc., dans le cadre où vous avez des travaux urgents. Donc là, c'est répondre le plus vite possible. Et puis, envoyer donc, toutes les références donc, sur les guides techniques et toutes les recommandations spécifiques pour les travaux auprès des lignes. Donc c'est un, on référence, deux, on est obligé de répondre à toutes les déclarations. Et puis le troisième point, c'est d'améliorer aussi au fur et à mesure la cartographie de vos ouvrages. Donc en intégrant bien tous les résultats, hein, des inspections complémentaires et des mesures de localisation. Donc si vous faites des nouvelles mesures, donc des mesures de localisation, avoir les relevés géoréférencés des nouveaux ouvrages, des modifications, et puis faire les mises à jour via le guichet unique et les procès-verbaux. Et puis, donc, ce géoréférencement, je rappelle qu'il doit être en classe A pour tous les nouveaux réseaux qui sont construits à partir du 1er juillet 2012, hein, qu'ils soient sensibles ou non sensibles. Et puis, donc là aussi, j'ai rappelé l'échéancier de référencement ou tout ce qui est en unité urbaine. Alors les unités urbaines, en gros, c'est les villes et c'est une définition de l'INSEE sur qu'est-ce que c'est qu'une unité urbaine. À partir du 1er janvier 2020, tous les réseaux sensibles, donc les digues, devraient être référencés normalement en niveau de classe A. Tous les réseaux qui sont non sensibles et en unité urbaine devraient être en classe A au 1er janvier 2026, ainsi que tous les réseaux non sensibles en unité urbaine. Donc, tout le sensible hors unité urbaine et tout le sensible en unité urbaine au 1er janvier 2026, et pour atteindre 2032 où tous les réseaux devraient être en classe A. Donc les autres obligations pour le gestionnaire, je passe vite, hein, c'est bien sûr de répondre 24 heures sur 24 en cas de travaux urgents. Donc ça veut dire qu'il y a une astreinte à mettre en place et des numéros de téléphone à fournir au guichet unique. Et puis payer éventuellement aux responsables de projet des IC s'il y a besoin, si vous avez des ouvrages sensibles qui sont encore en classe C, qu'il y a des travaux qui viennent se faire à proximité de ces ouvrages ou sur ces ouvrages, qu'il y a des IC, donc vous allez devoir payer une partie des IC là. Et puis donc pour tout ce qui est des exploitants qui ont plus de 500 km de réseau, donc il faut archiver tous les constats contradictoires d'endommagement des réseaux et puis établir des bilans annuels sur les endommagements. Donc, juste pour finir rapidement, pour laisser place donc, à la discussion, toutes les sanctions, donc c'est l'ADREAL qui s'occupe de ça, hein, inspection de chantier, les inspections en cas d'endommagement, tous les courriers, le suivi des endommagements, donc c'est l'ADREAL qui s'occupe de ça. Et puis, je vous ai mis tout ce qui était aussi des coûts sur les sanctions administratives. Donc ça, c'est ce qu'on trouve là sur les guichets, dans les fascicules, hein. Une absence ou un retard de renseignement au guichet unique pour l'exploitant, c'est 1 500 €. On parlait des responsables de projet ici, une absence de DT, 1 500 €. Une absence de transmission de la DT ou des IC à l'exécutant de travaux, 1 500 €. Voilà. Donc vous allez retrouver par les acteurs les différentes sanctions qui sont faites, une absence de marquage piquetage, hein. Donc là, vous voyez, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi sur la responsabilité, enfin c'était sur les IC. Mais là aussi, hein, derrière, il y a une recherche de la responsabilité et puis le responsable du projet, l'exécutant ou l'exploitant, hein, éventuellement, peut être susceptible
d'une amende de 1 500 € en cas d'absence de marquage piquetage. Et pour finir, donc, j'ai mis tout ce qui était les sanctions pénales, hein, donc pour les exécutants, pour les responsables de projet, en fonction de ce qui se passe, des travaux en absence de DICT, si on est sur des réseaux de transport. Donc là, on est sur 25 000 €. Hein. Et puis, donc voilà un peu toutes les infos. Donc là, j'ai fini.